Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie du cours La membrane plasmique. Dans cette partie-là, nous allons voir les fonctions de la membrane plasmique. Ils sont les contrôles des échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire et la transmission des informations. Plusieurs types d'informations vont être transmises au niveau de la cellule via la membrane plasmique. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on commence d'abord par les échanges membranaires. Étant que la membrane plasmique est une frontière entre le milieu intracellulaire, qui est le cytoplasme, du milieu extracellulaire, elle assure entre ces deux milieux un transport qui sera spécifique et sélectif des molécules. Ces molécules vont être variables et vont avoir de différentes tailles. Cette perméabilité, elle va être selon deux processus. Les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire vont se faire par deux processus, ou bien selon deux processus. Un processus qui va permettre le passage de molécules sans déformant la membrane plasmique, c'est-à-dire des échanges sans déformation de la membrane plasmique. Ce processus regroupe les transports passifs et les transports actifs. Et il concerne les molécules de faible poids moléculaire et les ions. Le deuxième processus, c'est le processus cytotique, c'est-à-dire qui va déformer la membrane plasmique. C'est-à-dire la membrane plasmique va se déformer pour laisser passer certaines molécules. Ce processus regroupe deux phénomènes, le phénomène d'endocytose et le phénomène d'exocytose. Et les molécules ou bien les substances concernées, ce sont les molécules de poids moléculaire élevé, ainsi que les bactéries dans le cas des macrophages. On commence d'abord par les échanges sans déformation de la membrane plasmique. Donc, c'est un transport de petites molécules. Il ne fait pas intervenir le cytosquelette. Il regroupe le transport passif. Donc, ces caractéristiques, il se déroule dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire du plus concentré vers le moins concentré. Il n'a pas besoin d'ATP. Au niveau de ce transport, on distingue deux sous-types. La diffusion simple, c'est un transport sans perméase, c'est la molécule traverse directement la bicouche lipidique. Donc, c'est les petites molécules hydrophobes, liposolubles et non chargées. Le deuxième type de transport passif, c'est la diffusion facilitée. C'est un transport qui fait intervenir des perméases. Donc, c'est-à-dire la molécule va traverser la bicouche lipidique via des perméases. Ces ces canaux protéiques qui vont permettre le passage de ces molécules peuvent être des canaux ioniques, peuvent être des canaux hydriques ou bien des perméases. Le deuxième type de transport, c'est le transport actif. Il se déroule contre le gradient de concentration, c'est-à-dire du moins concentré vers le plus concentré. Il a besoin d'ATP et il fait intervenir des perméases appelées les pompes, telles que la pompe à sodium, potassium, les pompes à protons, etc. On va commencer par le transport passif, la diffusion simple.
Donc, tout simplement, les substances se dirigent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, à travers la bicouche lipidique. Donc, ces molécules qui présentent un poids moléculaire faible et qui sont des molécules hydrosolubles, liposolubles, pardon, hydrophobes. Donc, toutes ces molécules-là vont traverser directement la bicouche lipidique. Le deuxième type de transport actif, c'est la diffusion facilitée ou bien transport avec perméase. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un transport qui fait intervenir une glycoprotéine transmembranaire ou bien une perméase pour passer certaines molécules. Donc, je vais vous donner aujourd'hui deux types de perméase. Donc, un canal hydrique qui permet, appelé aussi aquaporine, qui permet le passage de l'eau du milieu plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, ce type de canal, il est retrouvé dans les tubules rénaux, donc spécifiques aux tubules rénaux. Je vais donner un autre exemple pour une autre molécule pour d'être transportée du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, c'est le glucose. Donc, le glucose va être transporté du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré à travers une perméase. Comment va se faire ce transport? La première des choses, que la molécule va se fixer sur sa protéine de transport. Donc, ensuite, on va avoir une formation d'un complexe protéine-glucose-perméase. Dès qu'il y a la formation du complexe, il va y avoir, ce complexe va subir une rotation. Donc, il y aura une translocation du complexe. Ensuite, libération des molécules du glucose à l'intérieur de la cellule. Ensuite, dissociation de la glucose de la perméase et retour à l'état initial de la perméase. Le deuxième type de transport, c'est le transport actif. Donc, c'est un transport qui consomme de l'énergie. Il se fait contre le gradient de concentration, c'est-à-dire du moins concentré vers le milieu le plus concentré. Il fait intervenir des perméases appelées les pompes. Donc, l'énergie fournie aussi peut être soit hydrolyse de l'ATP. À partir de l'hydrolyse de l'ATP, c'est le transport actif primaire, soit par un gradient ionique, c'est le transport secondaire ou le cotransport. Donc, nous allons voir le transport actif primaire. C'est l'exemple qu'on va prendre, la pompe sodium-potassium ATPase. Donc, on va voir comment cette pompe va fonctionner. Donc, la pompe sodium-potassium ATPase, c'est une glycoprotéine transmembranaire formée de 4 sous-unités, 2 grosses sous-unités et 2 petites sous-unités. Donc, comment va se faire le transport de ces molécules à travers cette pompe? Donc, comme son nom le dit, donc, elle va transporter du sodium et du potassium. Donc, il faut toujours regarder le gradient de concentration. Donc, comment elle va se faire? Donc, elle va transporter le sodium et le potassium. Elle va transporter le sodium, 3 molécules de sodium du côté du milieu intracellulaire
vers le milieu extracellulaire. Donc, elle va faire sortir 3 molécules de sodium et elle va faire entrer 2 molécules de potassium. Ce double mouvement de transport nécessite l'hydrolyse d'une molécule d'ATP en ADP plus PI. C'est le phosphore inorganique. Maintenant, nous allons voir le transport actif secondaire ou le cotransport. C'est un transport qui va être entre une molécule et des ions ou bien entre des ions entre eux, qui peuvent se déplacer dans le même sens, c'est-à-dire les 2 molécules vont se déplacer dans le même sens. C'est un transport appelé symport. Ou bien dans le sens opposé ou direction opposée, c'est l'antipore. Ces déplacements se déroulent grâce aussi à des perméases, mais sans l'hydrolyse de l'ATP. Par rapport au transport au transport primaire, donc à travers des perméases, mais avec une hydrolyse de l'ATP. Là, c'est sans l'hydrolyse de l'ATP. Donc, soit les 2 molécules à transporter vont être déplacées dans le même sens, c'est le sympore, ou bien vont emprunter direction opposée, c'est l'antipore. Maintenant, nous allons voir le deuxième type d'échange, c'est les échanges avec des formations de la membrane plasmique. C'est-à-dire, ça va concerner les grosses molécules et il va y avoir une intervention du cytosquelette et ces échanges consomment de l'énergie. On distingue 2 phénomènes, l'endocytose et l'exocytose. Donc, l'endocytose permet l'entrée des molécules ou bien des particules vers la cellule. On distingue 3 types d'endocytose, phagocytose, pinocytose et endocytose par récepteur. On commence d'abord par la phagocytose. Donc, la phagocytose, elle correspond à l'endocytose de particules volumineuses et des particules solides. Ce phénomène-là se déroule en 3 étapes. Donc, première étape, l'adhésion de la particule à la membrane plasmique. Ensuite, déformation de la membrane plasmique en formant des pseudopodes. Troisième étape, formation d'une vacuole de phagocytose. Le deuxième type d'échange d'endocytose, c'est la pinocytose. Donc, ce phénomène correspond à l'entrée des molécules de poids moléculaire faible et des molécules et du liquide. Donc, toute molécule qui présente un faible poids moléculaire et une molécule liquide vont être transportées à l'intérieur de la cellule par pinocytose. Donc, cette pinocytose se déroule aussi en 3 étapes. Donc, piégeage des particules. Ensuite, il va y avoir un pincement de la membrane plasmique. Et en finale, il va y avoir formation d'une vésicule de pinocytose qui sera dans le milieu intracellulaire qui est le cytoplasme. Le troisième type d'endocytose, c'est une endocytose spécifique, qu'on appelle aussi endocytose par récepteur. Cette endocytose, elle fait intervenir des récepteurs membranaires spécifiques. Donc,
au niveau de la membrane plasmique, il va y avoir des récepteurs qui seront spécifiques à la molécule à être transportée ou qui va être déplacée à l'intérieur de la cellule. Donc, dès que la molécule se fixe sur son récepteur, il va y avoir une formation d'une vésicule d'endocytose, mais cette vésicule-là, elle est recouverte de protéines de revêtement. Voilà, ça concerne l'endocytose. On passe maintenant à l'exocytose. Donc, l'exocytose, c'est le phénomène inverse de l'endocytose, c'est-à-dire elle permet la sortie des molécules de sécrétion vers le milieu extracellulaire. Donc, ces molécules qui sont déjà, c'est-à-dire des molécules qui sont synthétisées à l'intérieur de la cellule et maintenant, elles vont être transportées à l'extérieur de la cellule. Donc, vont être libérées par exocytose. On distingue deux types d'exocytose, l'exocytose constitutive et l'exocytose régulée. Ces deux types, on les verra prochainement dans le cours de système endomembranaire. On passe maintenant au deuxième type à l'autre fonction de la membrane plasmique qui est la transmission des informations. Donc, la communication ou bien la transmission intercellulaire fait intervenir plusieurs types de signaux. Donc, soit ce sera un signal chimique hydrosoluble, un signal chimique liposoluble, un signal gazeux et une communication synaptique chimique ou bien une transmission nerveuse. On va commencer d'abord par le signal chimique hydrosoluble. Donc, ce signal concerne les médiateurs chimiques locaux, les neurotransmetteurs et les hormones solubles dans l'eau. Donc, ces molécules ne peuvent pas traverser la bicouche lipidique de la membrane plasmique. Donc, ils vont agir grâce à des récepteurs spécifiques situés dans la membrane plasmique de la cellule cible. C'est-à-dire, j'ai la molécule, puisqu'elle ne peut pas traverser la membrane plasmique, donc elle va se fixer sur un récepteur membranaire de la cellule cible. Donc, elle va rentrer à l'intérieur de la cellule à travers ce récepteur. Donc, dès que cette molécule rentre à l'intérieur de la cellule, il va y avoir une réponse biologique directe, c'est-à-dire elle va agir directement sur l'activité des gènes. Comment? En modifiant les produits avant de faire sa réaction. Donc, elle va modifier les protéines qui sont déjà présentes à l'intérieur de la cellule. Ensuite, elle va donner son effet biologique qui sera direct, bien sûr. Le deuxième type de signal, c'est le signal chimique liposoluble. Donc, ce signal va concerner les hormones stéroïdiennes, comme la testostérone, la progestérone. Donc, ces molécules-là traversent directement la bicouche lipidique. Donc, dès qu'elles traversent la bicouche lipidique, elles vont se lier à des récepteurs spécifiques sur des régions cibles de l'ADN. Ensuite, elles régulent la transcription de gènes. Cette liaison induit une réponse plus tardive
est longue. Donc, ça sera une réaction indirecte. Le troisième type de signal, c'est le signal gazeux. Donc, la molécule va être transportée à l'intérieur de la cellule directement à travers la membrane plasmique. Donc, dès qu'elle franchit la membrane plasmique, elle va agir directement sur les enzymes cytosoliques. Donc, ce signal ne fait pas intervenir de récepteurs membranaires ou intracellulaires. Maintenant, nous allons voir le dernier élément, c'est la communication synaptique ou bien la transmission nerveuse. Donc, c'est le cas de la jonction neuromusculaire. Okay? C'est la libération de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Donc, comment va se faire cette communication synaptique au niveau de la jonction neuromusculaire? Donc, suite à un influx nerveux, il va y avoir une dépolarisation de la membrane présynaptique. Donc, dépolarisation qui sera suivie par une libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Cette acétylcholine fixera à son tour à ses récepteurs spécifiques au niveau de l'élément postsynaptique, ce qui entraîne une ouverture du canal ionique qui va laisser entrer les ions sodium et la sortie des ions potassium. Donc, le fait que ces deux ions, il y a une dépolarisation, etc., il va y avoir une dépolarisation de la membrane postsynaptique qui va activer les canaux sodium voltage dépendants avec l'ouverture des ions qui va activer les canaux voltage dépendants avec l'entrée de quelques molécules de quelques ions sodium, ce qui va entraîner une dépolarisation et une propagation du potentiel d'action sur la surface membranaire, puis au niveau des fibres contractiles, ce qui traduit par une contraction musculaire. Sur ce, je vous dis, on termine le cours sur la membrane plasmique. On se verra prochainement pour une deuxième vidéo et un autre cours.